Les médecins t'ont dit que tu ne marcherais plus jamais. Je venais d'une famille très riche. Avec la crise de 2008, non seulement on a pratiquement tout perdu, mais en plus, ce qu'ils avaient investi, ils l'ont très mal investi, et soudainement, une énorme dette a commencé à s'accumuler. C'était fou, je me sentais harcelé. Enfant, je comprenais qu'on nous poursuivait. J'ai commencé à vouloir mourir. J'ai commencé le parcours car ce risque comblait un vide en moi. Inconsciemment, je pensais que s'il m'arrivait quelque chose, ce ne serait pas grave. J'ai alors poussé le parcours à l'extrême, tellement que mes parents m'ont dit de m'inscrire à la gymnastique ou quelque chose comme ça pour ne pas me tuer. Je suis allé dans l'équipe de Pom Pom Girls en dormant très peu et en faisant des séances de 2-3 heures ultra intenses parce qu'ils voulaient aller au championnat du monde, tu vois. En cheerleading, c'est super courant de faire un truc qu'on appelle le basket, c'est-à-dire qu'on se met à deux costauds et on fait 1-2 et on la lance, je sais pas, à 7 mètres, 10 mètres. Je l'ai intercepté et suis tombé sur le dos. Ce n'était pas une hernie discale, mais mes disques se sont fragmentés. J'ai alors perdu la sensation dans la jambe gauche. J'avais confiance en ma guérison, mais tous les médecins accessibles faute d'argent me disaient que c'était fini. Tu n'allais plus jamais marcher. Effectivement. Nous allons parler de ton succès. J'avais un ami qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat après moi, et un jour il m'a montré qu'il gagnait 1 000 € par jour. Je suis devenu obsédé en réalisant que tout ce que j'avais fait était inutile. Alors je lui ai demandé de m'aider car il avait trouvé un moyen de gagner de l'argent. Et j'ai commencé à aider des grandes personnes, des boutiques en ligne déjà très grandes, parce qu'elles étaient devenues grandes en faisant quelque chose de très bien. Peut-être qu'ils étaient très bons en organique sur Instagram, peut-être qu'ils étaient très bons en publicité payante, mais il leur manquait toujours des choses très basiques, très intéressantes, qui leur rapporteraient beaucoup d'argent. Et ils ne les faisaient pas. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Roger Garcia, cofondateur et PDG de Socios e-com. L'histoire qu'il va nous raconter aujourd'hui est celle d'une personne ayant surmonté les difficultés. Je suis convaincu que si vous restez jusqu'à la fin, cette émission vous apportera beaucoup de valeur. Et voilà, je vais le laisser se présenter lui-même. Comment vas-tu, Roger? Comment ça va? C'est un immense plaisir. Comment ça va? Eh bien, super mec, super. En vérité, j'ai été très impressionné d'avoir parlé avec toi hors caméra et j'ai vraiment envie d'offrir au public une conversation avec toi très enrichissante, pleine de valeur en général. Roger, je voudrais te poser la première question. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Comment es-tu arrivé à la Factoria? Et raconte-nous l'histoire qui t'a fait passer du point A au point B. Tu vois, en fait, je t'en ai déjà parlé un peu avant parce que je voulais que tu le vives de la même manière que les gens qui vont le découvrir depuis leur ordinateur. Eh bien, mec, je venais d'une famille avec beaucoup d'argent, tu vois. Contrairement à ce qu'on voit chez ceux qui finissent par vendre une formation, tu vois, je venais d'une famille qui fabriquait des fenêtres pendant la période du boom immobilier. Avec la crise de 2008, ça a été une grosse faillite pour ma famille. C'est-à-dire que non seulement nous avons pratiquement tout perdu, mais en plus, ce qu'ils avaient investi, ils l'ont très mal investi et soudainement, une énorme dette a commencé. Et moi, en tant que gamin, parce qu'à cette époque, j'étais un enfant, je ne comprenais pas vraiment tout, mais j'ai bien remarqué que soudainement, la nourriture avait changé, tu vois. Ou des trucs comme ça qui, au début, en tant qu'enfant, t'affectent, tu vois, parce que tu te rends compte que ta famille devient pauvre, tu vois. Dès lors, ça a été encore plus difficile car mon père, pour survivre et nous aider, a commencé à demander de nombreux microcrédits. À ce moment-là, ça s'est compliqué car mon père me disait « Ne réponds à personne au téléphone. Ne décrochez pas le téléphone parce que si vous répondez, c'est pire. Parce que alors ils peuvent nous réclamer de l'argent et là ils peuvent saisir quelque chose, tu vois. » Et bon, c'est qu'on en est arrivé à un point où ils nous appelaient 2-3 fois par jour. Après, en fait, ils allaient même jusqu'à frapper à la porte de la maison, tu vois. Je vivais à Samboy, à côté de Barcelone, dans un petit village. C'était fou, je me sentais harcelé. J'étais gamin et j'avais l'impression qu'il nous poursuivait. Parfois, mon père regardait derrière lui pour vérifier s'il était suivi. Parce qu'en fait, il touchait une pension, tu vois. Parce qu'il avait eu un problème d'apnée, tu vois. Certains le surveillaient pour vérifier s'il avait vraiment ce problème. C'était compliqué, car on sortait d'une période où tout allait bien. À Noël, on m'achetait la Wii ou la Play, tu vois. On avait de l'argent, mais ils attendaient pour ne pas me gâter. Mais j'avais quand même 40 cadeaux, tu vois. À la maison, on est passé de Noël comme ça à cette situation. Un jour, ma mère m'a même dit qu'elle mélangeait le lait avec de l'eau, mec, le matin, tu vois. Je lui ai demandé de l'argent pour sortir avec des amis et elle me l'a balancé. Pour moi, ça a été un moment marquant. C'était comme, waouh, à quel moment on est devenu aussi pauvre, mec, tu vois. D'ailleurs, j'allais pour approfondir un peu plus le sujet, pour que tu comprennes comment j'en suis arrivé là.
Depuis ce moment-là, j'ai commencé à me sentir comme un malheureux dans la vie, tu vois. Je me disais que, parce que mes parents, sans s'en rendre compte, ils m'aiment énormément et ils m'ont toujours très bien traité. Ils ont commencé à me faire sentir comme un fardeau, tu vois, que me nourrir, m'aider à étudier, tout ça faisait de moi un poids pour la famille. Je me suis senti comme un fardeau, mec. Tu as un frère, Roger? Oui, une sœur, Plus âgé ou plus jeune? plus jeune. Et en fait, elle a été une super motivation pour moi parce que je ne voulais pas qu'elle vive ce que je vivais, tu vois. Et quand elle était encore petite, parce qu'il y a 7 ans et demi d'écart entre nous, tu vois, c'était en mode. Je ne veux pas que, quand elle en sera consciente, elle vive ce que je suis en train de vivre, tu vois. Ça a été une super motivation pour moi. La plus grande, en fait. Et bon, je me sentais comme un poids, mec. Et inconsciemment, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, j'ai commencé à avoir envie de mourir, frère. Fou? Oui, inconsciemment. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux qu'on approfondisse un peu ce sujet. C'est-à-dire, t'en es arrivé à avoir des pensées de te suicider ou c'était plutôt quelque chose qui n'était pas tangible mais qui était bien présent en toi? Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, oui, c'était subconscient. C'était subconscient parce que j'ai commencé à faire du parcours, parce que ce risque, tu vois, ça satisfaisait une partie de moi, tu vois. Que moi, je pensais inconsciemment que si jamais il m'arrivait quelque chose, ce ne serait pas si grave, tu vois. Comme si ce n'était pas si mauvais pour tout le monde, tu vois. J'ai poussé le parcours à l'extrême, tu vois. Genre faire un double salto arrière depuis une chaise de maître nageur. Je l'ai poussé à l'extrême, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et tellement que mes parents m'ont dit de m'inscrire à la gymnastique ou quelque chose comme ça pour ne pas me tuer. Et justement, il se trouve qu'une fille très sexy de mon village m'a dit: «Eh, tu pourrais venir dans notre équipe de Pom-Pom Girls à Barcelone». J'ai rejoint l'équipe de Pom-Pom Girls, c'était génial car tout était financé. Pour moi, c'était gratuit vu mon niveau, car il visait les championnats du monde. J'arrivais et il y avait toutes les filles ultra sexy de Barcelone, tu vois. J'avais aussi accès gratuitement à la salle de sport de l'INEF de Barcelone, la meilleure de la ville. Donc c'était comme un rêve, tu vois, pouvoir faire du parcours là-bas. Je suis resté. Le niveau d'exigence était extrême, déjà au lycée. Je faisais plus d'une heure de trajet de San Samboya à Barcelone pour aller au lycée, puis à l'INEF rentrant très tard et dormant peu. J'ai vécu ainsi pendant environ un an, dormant peu et en enchaînant des entraînements très intenses de 2 à 3 heures à la salle, car il visait le mondial, tu vois. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en lançant un événement canonique que j'ai vécu et que même l'équipe ne connaît pas. Et c'était aussi très important. Dans le cheerleading, c'est super courant de faire un truc qu'on appelle un basket, où on met 2 costauds et une bête derrière. Et il y a une fille qu'on appelle la flyer, tu vois. C'est un peu comme une plume. Et on fait 1, 2, et on la lance, je sais pas, à 7 mètres, 10 mètres. Super hot. Elle fait ses acrobaties, puis on la rattrape. Et nous, on la lance en arrière. Quelque chose qui, en termes de risque là-bas, était plus courant. Peut-être que, quand je t'expliquerai bien, tu vas penser que c'est de la folie. Mais là-bas, c'était courant. Parce qu'on était en train d'atteindre un niveau pour aller au championnat du monde. Et on l'a lancée en arrière. Bien sûr, cette femme a commencé à tourner. Mais comme elle savait déjà qu'elle était partie dans la mauvaise direction, qu'elle n'était pas montée, elle a commencé à se dire: «Merde, je vais y passer, je vais mourir», tu vois. Eh bien, si tu tombes de 10 mètres, si tu tombes de 10 mètres au sol, tu meurs. Et aucun des deux garçons n'a réagi, et j'ai dû sortir en courant pour la rattraper. Et je l'ai attrapée directement en l'interceptant dans les airs. Alors je l'ai interceptée et je suis tombé sur le dos. Et en tombant sur le dos, c'est là que... Enfin, ce n'était pas une hernie discale. Mes disques se sont cassés. Ils se sont littéralement brisés. Imagine, même si on l'appelle une flyer de 40 kilos, elle tombait de 10 mètres. Tu vois? 7, 10 mètres. Je l'ai interceptée et pris tout le choc contre le sol. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai continué l'entraînement malgré la douleur au dos, puis j'ai perdu connaissance. Oui, c'était dur, vraiment dur. Depuis ce moment, j'ai commencé à perdre. En effet, mes nerfs ont été pincés, le nerf sciatique coincé à plusieurs endroits de la colonne vertébrale. J'ai d'abord perdu la sensibilité de la jambe gauche. Tu sais, pendant des mois que j'avais très mal, ils me faisaient des injections de morphine. J'ai commencé à perdre. Au début, je ne pouvais plus poser la pointe du pied, c'est-à-dire je ne pouvais pas faire cet exercice. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais comme me mettre sur la pointe des pieds. Ensuite, je ne pouvais plus le lever. Et il est arrivé un moment où j'ai commencé à traîner la jambe comme un zombie. Tu sais, ensuite, moi, j'ai perdu la sensibilité d'une jambe, puis l'autre a commencé à être touchée. Une vraie galère. Je te dirais que je n'ai pas eu peur, j'ai toujours cru que je m'en sortirais. Mais tous les médecins, du moins ceux auxquels j'avais accès parce qu'on n'avait pas d'argent, c'était des consultations gratuites, me disaient que c'était fini. Que je n'allais plus jamais marcher. Effectivement, pour quelqu'un qui avait fait du sport toute sa vie, c'était inacceptable, tu sais.
C'est-à-dire que les médecins t'ont dit que tu ne pourrais plus jamais marcher. Pas seulement ça. Il disait qu'à partir de la taille, je ne sentirais plus mon sexe, que je me ferais dessus et tomberais comme un invalide. Non, si tu ne peux pas marcher et dois utiliser un fauteuil roulant, ils t'ont dit que tu deviendrais paraplégique. Effectivement. D'accord. À ce moment-là, je n'y ai pas cru, tu vois. C'était difficile car j'avais toujours fait du sport. Alors, j'ai passé 1 an et demi, presque 2 ans, dans cette situation où je perdais l'usage de mes jambes, où je me faisais des injections de morphine plusieurs fois par jour dans les fesses, tu vois. J'avais l'habitude d'aller chez le médecin pour une piqûre dans les fesses. J'y allais complètement drogué, tu vois. Et je ne pouvais même pas rester allongé parce que j'avais mal. Je me tordais de douleur. C'était une situation vraiment extrême pour ne pas m'étendre davantage. Et au final, mes parents ont fait des miracles et ils se sont débrouillés pour que l'assurance nous paie l'opération. Pour moi, cette situation a été un vrai tournant. Quand nous sommes arrivés le jour de l'opération, l'assurance nous payait tout, sauf le lit de la veille. C'était 20 balles. J'ai déjà raconté ça sur Instagram. Les gens rigolent et se moquent, parlent des 20 balles. Mais il faut comprendre ma situation à ce moment-là. C'est mon grand-père qui nous nourrissait. Mon grand-père touchait 700 ou 800 euros de pension. Il vivait avec ça, nous aidait un peu pour la nourriture et l'argent, mais nous accumulions seulement des dettes. Mais on n'avait pas... Nos comptes bancaires étaient saisis et on n'avait pas de liquide, pas un sou en cash. On vivait vraiment de ce que mon grand-père nous donnait. Mon grand-père allait même jusqu'à nous laisser de l'argent pour l'essence, tu vois. C'était une situation où il n'avait aucune liquidité et où les relations avec les amis étaient grillées, tu vois. Donc, pour ces 20 euros, ma famille a accepté que je ne me fasse pas opérer. Tu vois. Et on est retourné à Barcelone parce que je vais me faire opérer à... Oui, je vais me faire opérer à Barcelone, 20 euros, c'est bien. En quelle année c'est arrivé? Il n'y avait pas de visa. Juste l'année avant d'aller à l'université, en terminale. Je te dirais que... Quand il n'existait pas encore le visa, l'argent instantané que quelqu'un peut t'envoyer. Mais au-delà de ça, c'est que mes parents, à ce moment-là, dans l'état d'esprit où ils étaient, parce qu'ils étaient un peu déprimés, ne sauraient pas non plus à qui le demander. Et moi, ton père, je ne pouvais pas le résoudre car j'étais complètement dépassé. Exactement. C'est compliqué à comprendre, je le sais, mais dans cette situation, il faut le vivre pour ne pas... C'est très facile de juger les taureaux depuis la barrière. La vérité, c'est que quand une personne se sent complètement dépassée, il est très facile de juger. Sa mauvaise prise de décision ou son manque de capacité à prendre des décisions. Exactement. Mais il faut aussi parfois se mettre à sa place. Oui. Alors continue, Roger. Une rupture mentale car nous avions admis que c'était fou. Il allait entrer déjà en salle d'attente. Et quand j'ai annoncé qu'on nous demandait 20 euros, mes parents sont restés sans voix. Au moment de prendre la voiture et de rentrer à la maison, d'abord mes parents se sont disputés, tu vois. Ils se sont disputés comme pour dire « Comment a-t-on pu en arriver là, après tout ce travail, à ne même pas avoir 20 euros pour lui payer? Où va-t-on les trouver ?» Mon père semblait absent. Il ne savait même pas quoi dire et un silence très gênant s'est installé sur le chemin du retour à la maison. Après plus d'1 heure dans Barcelone, on avait tous accepté, tu vois. On rentrait à la maison comme des zombies. On est arrivé à la maison, ma mère faisait du feng shui et avait caché 20 euros dans un sac rouge pour attirer la richesse, tu vois. Dans leur chambre, elle sort un chemisier et frappe la poitrine de mon père, comme pour dire « Comment en est-on arrivé là pour payer mon opération ?» Ça ressemble à un film, mais c'est la réalité. Et je me souviens, étant gamin, de voir ça et d'être super content parce que j'allais pouvoir me faire opérer, tu vois. Mais là, mec, j'ai atteint mon point de rupture. C'était le pire, réaliser à quel point on était dans la merde. Là, j'en ai vraiment pris conscience. Comment c'est possible que pour 20 euros, mec? Je suis en Espagne, je ne vis pas en Afrique, tu vois. Comment c'est possible qu'à cause de 20 euros, ils aient failli accepter de ne pas m'opérer? Tu vois? Comment peut-on être aussi mal financièrement? La plupart des Espagnols ne sont pas dans une telle situation. Je trouve ça vraiment extrême. C'est là qu'un androïde était né. Je suis devenu un androïde fait pour gagner de l'argent, tu vois. Dès lors, tout m'était égal. Tout. C'était ce moment-là. Évidemment, après, on a déménagé, je me suis fait opérer, j'ai suivi une rééducation de malade, et je l'ai faite avec une discipline militaire, tu vois. Mais vraiment militaire. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup quand vous retournez à l'hôpital, qu'on t'opère, qu'est-ce que les médecins te disent à la fin de l'opération? Quel a été le résultat de cette opération? C'est énorme. Ça aussi, c'est un fait énorme, je ne voulais pas m'étendre dessus. Mais c'était impressionnant, parce que le docteur était convaincu que je ne marcherais plus. C'est-à-dire, il était convaincu que l'opération servait uniquement à me soulager la douleur, tu vois. C'est-à-dire,
Il savait que je n'allais pas me rétablir, que c'était juste pour me soulager la douleur. Et moi, j'avais étudié, comme quelqu'un qui étudie la médecine, tout sur la L1, L2 et L3 pour comprendre exactement quel préopératoire je devais faire, afin de mettre toutes les chances de mon côté pour que l'opération se passe au mieux. Salut. Tu sais, j'avais vraiment bien travaillé ça, beaucoup. J'avais fait énormément de mobilité, d'étirements, d'exercices de pression. J'avais tout fait. Le préopératoire a été très discipliné. Alors quand je suis sorti de l'opération et que l'effet de la drogue qu'il m'avait donnée s'est dissipé, la première chose que j'ai faite a été de me lever et de marcher. Je voulais juste vérifier que tout s'était déroulé comme prévu. Parce que d'après ce que j'avais étudié, si tu as tout fait correctement, ils enlèvent les petites choses du nerf et le nerf doit fonctionner, tu vois, là, instantanément. Comme prévu, je me suis levé, j'ai marché et j'ai dit « Bien ». Prochaine étape, le post-opératoire. Le docteur a commencé à halluciner et tentait évidemment de m'arrêter. Mais je l'ai repoussé. Dès le début, on me disait que j'échouerais et j'en avais marre, tu vois. Franchement, je n'écoutais personne. Donc, dans ta tête, avant d'entrer au bloc opératoire, tu pensais que tout ce qu'on te disait que tu n'allais pas marcher, c'était que des mensonges. Oui, tu t'étais convaincu toi-même que tu allais marcher. 100%. C'est-à-dire, tu crois en la PNL. Oui. Je vais voir Tony Robbins en septembre. Je pense vraiment que c'est un cas vraiment extrême de la conviction d'être capable de faire quelque chose, même lorsque toutes les prévisions des personnes les plus compétentes sur le sujet te disent exactement le contraire. Je trouve ton témoignage et ton histoire vraiment incroyables. Oui, tu t'es levé pour marcher alors que le diagnostic était que tu ne marcherais pas. Oui, c'est une certitude, mec. Une certitude absolue, une certitude, tu n'as jamais douté. C'est fou. C'est fou. Ma mère voulait me faire pleurer car elle croyait que j'étais triste, alors que j'ai toujours eu confiance en moi. Je réfléchissais juste à tout ça. Ta mère pensait que tu n'assimilais pas la réalité, alors qu'en fait, toi, tu étais déjà dans cet état d'esprit de oui, je vais marcher. J'étais dans ma réalité, mais elle croyait les médecins par peur. Tu sais, parce qu'on nous apprend à écouter la science. Tu sais, mais moi j'avais ma vérité. Et toi, tu ne connaissais pas le terme PNL. Non, à cette époque, je n'avais étudié ni la PNL, ni la conscience, ni les niveaux de conscience. J'étais juste un gars très têtu. J'ai toujours été obsessionnel à l'extrême toute ma vie. J'aimerais beaucoup que tu expliques au public ce qu'est la PNL, parce que là, on parle peut-être de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je ne veux pas centrer l'émission sur moi, car ton témoignage est incroyable, mais il m'est aussi arrivé quelque chose de similaire, moins grave. C'est-à-dire, pas dans une situation aussi délicate de ne pas savoir ce qu'était la PNL, mais de l'appliquer et que les choses se passent exactement comme je le pensais. Parce que la conviction était tellement forte, tellement sûre, qu'il était impossible que ça ne se passe pas comme je le croyais. Donc, je pense que la façon dont on se parle à soi-même, et comme nous créons d'abord notre réalité dans notre esprit, c'est ce qui fait que nous ayons ou non du succès dans la vie, ou que nous atteignions ou non les objectifs que nous nous sommes fixés. Et vraiment, ton cas est absolument spectaculaire. C'est un cas de programmation neurolinguistique appliqué à un sujet médical. Oui, qui défie la science. Tu as défié la science? Oui, oui, complètement. En fait, regarde, on va se faire allumer ici. Je vais dire ma vérité, mais sans aucun filtre, comme si on parlait hors caméra. Je pense qu'il est très facile maintenant de comprendre comment fonctionne Matrix grâce à l'intelligence artificielle. Parce que je vois que Matrix dans laquelle nous vivons est une véritable intelligence. Tu sais, toi, tu guides l'intelligence artificielle avec des prompts. Dans l'intelligence réelle, le prompt est ce que tu dis, chaque seconde de la journée. Si je dis quelque chose qui ne me profite pas, je me corrige aussitôt. Je viens d'en parler avec Manu, un grimpeur de notre programme. Je me corrige tout de suite. Je ne vais pas m'envoyer un prompt, c'est comme lui demander comment ruiner ma vie. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Tu ne serais pas en train de t'auto-saboter. Tu lui demanderais tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je considère que tout ce que je dis conditionne l'intelligence réelle. Et c'est réel. Je veux dire, nous sommes, quand on le fait dans une famille, pas riche ou pauvre. Parce que les riches, maintenant que j'ai côtoyé beaucoup de riches, ils ont bien compris ça, hein? C'est fou, on est habitué à dire des choses insensées sur nous-mêmes. Mais des choses insensées qui nous condamnent à la misère. Tu sais, C'est vrai, beaucoup s'auto-sabotent. ce que tu dis à voix haute, que tu n'as aucun intérêt à dire sur toi-même. Tu sais, et ce n'est pas un reflet de ton esprit. Ton esprit finit par penser ce que tu dis, ce qui est différent. Parce que comment fonctionne la PNL de mon point de vue? Tu lances le prompt et ce même prompt entre dans ton oreille. Et ce qui entre dans ton oreille, c'est ce qui nourrit ton cerveau.
Tu dois exprimer ce que tu veux que ton cerveau pense au final. Ce n'est pas ce que je pense ou dis. Non, non, tu finis par penser ce que tu dis. Alors parle correctement et tu finiras par penser ça. Exprime tout ce que tu souhaites voir arriver ou accomplir. Ou écris-le. Ou écris-le, exactement. Pour moi, le pouvoir de l'écriture, d'écrire exactement ce que tu vas accomplir. Je trouve ça très puissant. Aujourd'hui, j'ai aussi parlé à un combattant de MMA de ma salle qui vient tout juste de signer avec une compagnie. Et il me l'a dit. Désolé d'ouvrir une petite parenthèse ici, mais j'ai trouvé ça spectaculaire. Je salue au passage mon ami vénézuélien, Beluxi, qui m'a littéralement dit « Je viens de signer avec Cage Warriors ». Et moi, il y a 4 ans, j'ai écrit « Si à 25 ans, je n'ai pas signé avec une grande promotion de MMA, je me retire du sport ». Il a tenu parole, il va avoir 25 ans maintenant. Et il a signé juste à temps, il l'a écrit. Donc je pense que ces choses sont extrêmement puissantes. Et pour revenir à ton sujet, quand tu t'es réveillé, le docteur qui n'avait pas foi en ta capacité à réussir ce dont tu étais convaincu, c'est-à-dire remarcher, comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment poursuivre cette belle histoire de dépassement? Oui, finalement, ce pauvre homme a bien fait son travail. Tu sais, je serai éternellement reconnaissant au docteur Obarrio parce qu'il a très bien fait son travail. Il a réalisé une nanochirurgie. Il aurait pu m'ouvrir le dos autrement, mais il l'a fait parfaitement, de façon concise. Sur la colonne vertébrale. Eh bien, cet homme a eu très peur au début quand j'ai voulu me lever. Et quand je me suis levé et que j'ai marché, il a commencé, vraiment, il fallait le voir. Il a commencé à dire que c'était un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Tu vois, il disait à ma mère, tu sais, c'est un miracle. Et moi, je marchais en mode, ok. J'étais déjà en train de penser à la période post-opératoire que j'avais étudiée, tu sais. Pour cet homme, c'était un miracle. Il le répétait sans cesse, comme si la Vierge descendait le saluer. Tu sais, il était sûr que je ne marchais pas. J'étais entré à l'hôpital sans marcher, déjà dans un sale état, tu vois. Mais j'étais certain que quand on enlèverait la pince, comme la colonne, le disque ou le nerf, ce dernier réagirait bien grâce à tout ce que j'avais fait. Tu vois? Très bien, je n'avais pas bu d'alcool, je n'avais rien fumé. Tu vois, j'étais un gars 100% sain. Ça a beaucoup aidé à la récupération. En plus, comme je faisais de la calisthénie et un sport très intense, j'avais acquis de solides bases comme si le nerf se renforçait. J'avais donc un nerf de qualité, tu vois. J'ai fait de nombreux exercices pour libérer temporairement de l'espace et oxygéner ce nerf plusieurs fois par jour. Je savais que cela le protégeait jusqu'à l'opération. Plusieurs petites choses que j'ai étudiées, tu vois. Donc c'était clair pour moi, tu vois. Totalement autodidacte. Oui, totalement. Et tu sais, j'ai aussi réalisé autre chose. C'est que les médecins partèrent du principe que j'allais être un cas perdu, c'est pour ça que beaucoup ont aussi refusé de m'opérer. Parce qu'en général, personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour récupérer l'usage de ses jambes. Donc, ils supposaient déjà que même si on me disait qu'il fallait suivre chaque étape, étape par étape, soit de façon très stricte, j'allais échouer. Tu comprends? Voilà pourquoi ils pensaient que je ne pourrais pas guérir. Mais moi, j'ai étudié ça et je l'ai fait parce que je n'avais besoin de personne pour me surveiller ou me rappeler quoi faire, parce que pour moi, marcher, ce n'était pas envisageable de ne pas le faire, tu vois? Incroyable. Je veux te demander à quel point la période préopératoire a-t-elle été difficile? C'était une discipline militaire très stricte et extrêmement compliquée à suivre. Aussi compliquée que pour que beaucoup de médecins pensent que tu allais sacrifier tes jambes parce que tu n'allais pas y arriver. Je ne sais pas si je m'explique bien parce qu'au bout du compte, ce que tu viens de me raconter me paraît vraiment, vraiment dur. Que beaucoup de médecins disent que les gens ne vont pas récupérer l'usage de leurs jambes parce qu'ils ne sont pas capables de suivre correctement les directives préopératoires, ça me paraît absolument insensé. Les gens sont-ils vraiment si paresseux et indisciplinés qu'ils préfèrent sacrifier leurs jambes plutôt que de suivre une procédure étape par étape? Je te comprends, c'est que je me rends compte que la plupart des personnes dans cette situation abandonnent très facilement. En fait, je vais te dire un truc fou. Juste après être sorti de cette situation, 3 mois d'été, parce que c'était juste avant l'été, je me suis remis en forme pendant un été en faisant des exercices de malade, tu vois. Et je suis arrivé à la fac en première année et tu vas halluciner. J'ai rencontré un gars indien qui s'appelle Miali. Il est arrivé en fauteuil roulant dans ma classe, tu vois. Il lui était arrivé la même chose. Je suis resté discuter avec lui au bar de la fac et je lui ai dit que j'étais comme lui, qu'on m'avait opéré, que j'avais fait les choses correctement et que je marchais déjà. Il refusait de me croire car on lui avait dit que ce n'était pas possible. Que ce n'était pas possible, que ce n'était pas possible, que ce n'était pas possible, et il lui était arrivé la même chose, tu vois. Que ce n'était pas possible, que ce n'était pas possible, que ce n'était pas possible. Et j'ai dit, non frérot, c'est possible. Tu sais, c'est possible, regarde-moi, tu vois. Et non, mais toi, tu es sûr que tu n'as pas la même chose, et je lui ai montré, on va tout avoir sur le portable, tu sais, parce que je vais étudier.
Je lui ai montré tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais dans le dos, et cet homme n'est jamais revenu à la fac. Après que je l'ai rencontré et qu'on ait parlé au bar, mon idée était de l'inspirer pour qu'il s'y mette. Eh bien, regarde-moi. C'est-à-dire, il pouvait encore le faire. Je ne sais pas, enfin, non, je ne sais pas, mais au minimum étudie, tu vois, donne-toi à fond. Renseigne-toi, c'est dans tes jambes, Hekeo. Ne crois pas directement ce que disent les médecins, étudie, investis-toi dans le travail, trouve des options. J'ai fait des recherches récemment, mais à mon âge, non, et tout ce que j'ai regardé, par exemple, comment ça s'appelle? Il y a un gars qui a une école du genre Mind Valley, mais il y a un homme qui s'est guéri la colonne vertébrale alors qu'il ne pouvait pas marcher avec ses méthodes spirituelles. Je crois en tout cela, les méthodes existent. Je voulais le convaincre de trouver une solution, mais il a été tellement choqué par ma réalité qu'il n'est pas revenu à la fac pour m'éviter. C'est incroyable, c'est fou. C'est fou. En plus que j'ai rencontré mon Jali. C'était comme un miroir de ce que j'aurais pu vivre si j'avais cru les médecins. Pour moi, ce moment-là, le fait d'avoir surmonté ça, d'avoir retrouvé l'usage de mes jambes, ça m'a rendu inarrêtable. Là, ça m'a rendu capable de tout, tu vois. C'est là que j'ai compris que la matrice, c'est la matrice, et que je ne dois rien croire de ce qu'elle dit, que ce que je veux, c'est ce qui compte. Et à partir de là, mon succès a commencé. Je te dirais, mec, On va parler de ton succès car ça m'intéresse. Ici, quelqu'un témoigne avoir vu sa mère mélanger du lait avec de l'eau. Il a vécu le fait d'avoir failli subir une opération pour récupérer ses jambes pour à peine 20 euros. Une personne qui a surmonté ses difficultés, qui s'est relevée et qui ensuite a construit un empire avec le e-commerce. Raconte-nous comment commencent tes aventures. Après toute cette odyssée, pour l'appeler ainsi, comment as-tu lancé ton entreprise et connu autant de succès avec cette entreprise? oui, cela m'a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu 5 ans après avoir commencé l'entrepreneuriat pour gagner mon premier euro. Je me souviens qu'au début, quand mes parents avaient encore beaucoup d'argent, en sixième, on m'a présenté à un Sud-Africain qui s'est présenté comme quelqu'un qui sauvait le pays grâce à ses investissements. Je suis devenu obsédé par l'argent et le trading, voyant cet homme qui aidait le pays comme un héros. Il a raté son avion et ils l'ont amené chez nous. J'ai parlé avec lui et depuis ce moment-là, je suis devenu obsédé par l'idée de vivre du trading et de gagner de l'argent grâce au trading. J'ai lu de nombreux livres d'analyse technique, tous ceux de Warren Buffett et d'analyse fondamentale. Étudie-t-il? Je faisais du trading en démo, n'ayant pas d'argent pour le réel, donc je pratiquais beaucoup en démo, pensant avoir tout étudié. J'ai d'abord testé autre chose que les startups en jouant avec elles longtemps sans gagner d'argent, alors que leur but est d'en rapporter. Pendant 5 ans, c'était le trading, et avec le trading. Je me souviens que j'ai économisé en donnant des cours particuliers de mathématiques à un lycéen pendant un certain temps. Une clé 500 euros et j'ai eu la brillante idée de commencer directement avec les crypto-monnaies. Entre partir dans le désert et investir l'argent à un mauvais moment, eh bien si l'argent, et ça m'a déjà un peu marqué, j'ai dit fa. Non seulement j'aurais gagné très peu, même si ça s'était bien passé, parce que c'était 500 euros, et il m'aurait fallu beaucoup de temps pour arriver à gagner une somme d'argent significative. Mais en plus, le risque était très élevé, j'ai perdu tout l'argent. Exactement, exactement, exactement. C'était la chute quand le Bitcoin a atteint les 18 et est tombé, eh bien c'est justement là que je suis entré. Donc le premier truc c'était le trading et là, eh bien je me suis pris 2 grosses claques, oui, pour le dire gentiment. Segundo, Deuxièmement, après ça, j'ai commencé à essayer des modèles économiques qui étaient à la mode à ce moment-là. J'ai essayé l'affiliation Amazon, j'ai essayé une agence de marketing, j'ai essayé plusieurs petites choses. Et bon, je voyais à chaque chose un gros avantage, un gros inconvénient, du moins d'après mon expérience. Avec l'agence, eh bien, j'étais comme esclave d'un client que j'ai eu pendant plusieurs mois sans qu'il me paie. Il ne m'a payé que le premier mois. Et je me sentais redevable parce que, bien sûr, il n'était jamais satisfait de ce que je faisais et je devais continuer à travailler. Et c'est quelque chose qui arrive encore beaucoup aujourd'hui aux gens qui décident de monter une agence de marketing. Comme satisfaire les attentes du client, parfois tu tombes sur un mauvais client. Ensuite, avec Amazon, j'ai aussi vu là un énorme problème parce qu'Amazon est un monopole. Donc quand tu veux travailler avec Amazon, tu ne possèdes rien du tout. C'est là que je me suis rendu compte qu'au moindre problème, ils me mettaient dehors de tout ce que j'étais en train de commencer chez Amazon. Maintenant, c'est pire. Ils te laissent lancer ton entreprise, mais dès qu'elle grandit, ils te la prennent, la copient et la font eux-mêmes. J'ai donc constaté que ce n'était pas la bonne voie non plus. Finalement, tu vas halluciner car après tout ce temps, entre les startups et toutes mes tentatives, ça a duré vraiment longtemps, bien plus que quelques mois. Non, il m'a fallu 3 ans pour commencer le e-commerce et presque 5 ans avant de gagner mon premier argent.
J'avais un ami, Christian, qui a commencé à entreprendre après moi et a finalement travaillé avec moi dans l'entreprise. Et ce gars-là venant d'un quartier de Reus. Reus, c'est une ville à côté de Tarragone. Je l'avais rencontré car on s'entraînait toujours ensemble. Ce gars vient me voir un jour et me montre qu'il gagne 1000 euros par jour. Imagine, et moi j'étais juste un gamin fauché. Je cherchais à entreprendre par tous les moyens et à gagner de l'argent. Vous voyez, la situation ne change pas, ma famille. Tout ça reste pareil, ou même pire, tu vois. Soudain, le gars arrive et gagne 1000 euros par jour, soit 30 000 par mois. J'ai halluciné quand il était venu au bar où on s'entraînait et m'a montré ça. J'ai dit, écoute Roger, en vendant des baskets, c'était des chaussures d'anime. Non, des chaussures urbaines, ça s'appelait Urban Shoes. Et là, je suis devenu obsédé. J'ai dit, ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne servait à rien, mais ce gars a vraiment quelque chose, même en janvier. Et je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi à le faire. Et on a monté une boutique ensemble. Et cette boutique, tu vas rire. Tu sais qu'avant, dans les vieilles voitures, il fallait mettre un appareil pour charger les portables? Non, pour avoir le Bluetooth et mettre la musique à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Les vieilles radios? Oui. C'était aussi là où il y avait le cendrier et l'allume-cigare de la voiture. Oui. Oui, super ancien, non? À l'époque, beaucoup de gens possédaient encore des voitures anciennes. Et ce petit appareil tellement nul nous a rapporté 500 en une semaine. Pour lui, rien. Il gagnait 2000 euros par jour, mais il répétait, ce n'est pas un produit gagnant. Attendez. Puis, voyant que ça me rapporte 500 euros en une semaine, je dis, Christian, ça a rapporté 500 euros en une semaine. Comment ça, ce n'est pas un produit gagnant? Il m'a dit, je gagne 1000 euros par jour avec ça. Ça se vend bien plus. Moi, ouais, il faut juste améliorer ça. Et pour lui, ça n'a rien été. Pour lui, c'était une erreur. Mais pour moi, quand j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent, mon esprit a dit « Quoi? Je me suis dit « Je dois m'obséder de ça pour devenir le meilleur. » J'ai toujours été obsédé, venant d'une famille où je me sentais très pauvre. Après avoir vu la richesse, je suis devenu obsédé par l'idée de devenir l'homme le plus riche du monde. Alors je me suis dit, c'est par là, c'est de la folie. Et bon, j'ai commencé à lancer boutique sur boutique, et franchement, j'ai beaucoup échoué. Après ça, ce n'était que des erreurs avec les boutiques en ligne, j'ai échoué. Je te dirais plus de 57 fois, ce n'est pas un hasard. J'avais un vieux 57 dossiers de boutique et les images des produits. Tac. Ça fait partie de mon histoire. 57 boutiques, jusqu'à ce que j'en trouve une, qui était une bijouterie, tu vois. Et ce n'est pas qu'elle était plus spéciale que les autres. Je m'y suis engagé plus longtemps car j'ai commencé à interviewer des gens sur Spotify dans « Je veux être l'entrepreneur le plus riche du monde » et je suis en train de le devenir. Le podcast, j'ai commencé à documenter mon quotidien pour me donner cette responsabilité, cette accountability, pour me rendre responsable de continuer jusqu'à ce que j'y arrive. J'ai commencé à interviewer des personnes dans le e-commerce et toutes m'ont dit la même chose. Tu n'as pas consacré assez de temps à une seule chose pour acquérir de l'expérience et détecter les erreurs. Je les ai écoutés les yeux fermés, pensant que si quelqu'un de plus riche me le dit, je dois écouter. Je suis devenu obsédé par Balloon, cette boutique de bijoux, et soudain, ça a bien marché pour moi. Un jour, j'ai eu un déclic, j'ai changé une offre, j'ai fait une offre 3 pour 1 sur les bijoux. De la bijouterie, avec 5 zircons, bling comme des chaînes cubaines, des chaînes tennis, enfin. Je les achetais sur Express, chez un fournisseur chinois fiable, car chinois ne signifie pas mauvais fournisseur. En réalité, le fournisseur du référent était le plus rentable d'Europe. Lui-même en avait, mais bien sûr, c'était super bon marché. Au prix d'usine, vraiment pas cher. Peut-être que les chaînes me coûtaient 10 euros et je les revendais à 70. C'est comme ça que fonctionne le e-commerce. Et donc, j'ai commencé à faire un 3 pour 3x-1 parce que je me suis dit, les chiffres sont bons, ils ne vont pas tout me prendre. Des chaînes à 10, il y a des produits à 5 et à 3. Donc si on me prend, moi je prends 3. Pues si me cogen, yo me... On m'en prend 3, je dépense 17 et je le vends à 70, le prix le plus cher, le produit le plus cher qu'on m'a mis dans le panier. Donc il me reste environ 50 euros de marge bénéficiaire. Et pour les gens, pouvoir acheter un 3 pour 3x-1 dans ce genre de bijouterie, ça leur semblait fou, non? Et j'ai commencé à monter à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire mes premiers 600-700 euros par jour. Pour moi, c'était de la folie. Pour la première fois de ma vie, gagner de l'argent, c'était fou. Cette boutique m'a posé problème. Facebook m'a banni. Je dépendais totalement de sa publicité, ce qui m'a traumatisé. Pourquoi ils t'ont banni? Parce que Facebook est très sensible. C'est comme une paupière irritée. Encore plus que TikTok? Mec, c'est vrai aussi en fait. Pas plus que TikTok. Moi, sur TikTok, j'existe pas. Ni Ya ni Tate, j'existe pas. Mais bon, continuons l'histoire, parce qu'en vrai, c'est complètement dingue. Donc, tu te fais bannir de Facebook, comment tu gères la situation? Waouh, j'en ai vu une vingtaine. Comptes d'amis, de voisins, en famille.
tous mes proches, des gens connus dans la rue, des amis par exemple. Ils connaissaient les combines, j'arrivais à leur dire, à les convaincre, pour qu'ils me prêtent leur compte Facebook pour faire de la pub. Je ne vais rien regarder de ce que tu fais dans tes messages, je veux juste faire de la pub, et puis je me fais bannir. Maintenant, je comprends pourquoi, mais à l'époque, je ne le voyais pas parce que je n'avais pas de mentor, je n'avais pas non plus d'argent pour un mentor à ce moment-là. Ou du moins pour ce qu'était un mentor avant, parce que maintenant c'est beaucoup plus abordable. Mais avant, d'après ce que je voyais, les Américains proposaient toujours des trucs à 10, 20, 30 000 euros, c'était absurde. Avant, tout était encore beaucoup plus cher. Surtout aux États-Unis. Les États-Unis étaient le seul endroit où il y avait des formations de qualité en e-commerce. Alors qu'en espagnol, même aujourd'hui, il n'y en a pas d'équivalente selon moi. Ce que j'ai appris là-bas n'a rien à voir. Mais bon, à cette époque-là, je ne savais pas comment m'en sortir et je subissais toujours le même bannissement parce qu'ils savaient que c'était moi. Le problème, c'est qu'ils savaient que c'était moi, que c'était toujours moi, même si j'utilisais un autre compte Facebook parce que je le faisais depuis le même ordinateur pour commencer. Et ça, c'est une grosse erreur très évidente. Moi, ça allait marcher. Il allait en avoir une autre, puis encore une, et j'ai commencé à stresser car pour moi, c'était la porte vers la richesse, enfin aider ma famille et sortir du trou. Et c'était comme si Dieu était contre moi. Comment ça se fait qu'il ne me laisse pas réussir, peu importe la manière? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas le bon chemin? Eh bien, cela a coïncidé avec la pandémie. Je me suis dit que si je ne pouvais pas augmenter la publicité puisqu'on ne me le permettait pas, eh bien voilà. J'ai vu là une opportunité avec des entreprises physiques, genre vraiment physiques, des magasins de vêtements physiques. Et justement après la pandémie, tout le monde a flippé parce qu'ils ont dû fermer. De les aider à créer leur boutique en ligne. Oui, c'est là que j'ai commencé à aider ce type de personnes et ça a très bien marché pour moi. J'ai gagné beaucoup d'argent car il était facile de leur trouver une solution. Tu as contacté les boutiques physiques connues, des proches, certains envoyèrent des mails. J'ai dit, écoute, tu ne vendras rien pour l'instant, mais tu peux vendre en ligne. Les gens sont confinés, anxieux et cherchent à s'occuper. Ils t'ont dit, vas-y, gère le compte. J'ai commencé à les construire, c'était super car j'utilisais leur compte Facebook depuis leur ordinateur. Tout s'est parfaitement passé. Et c'était un truc de fou, je me suis mis à faire 100 000 euros par mois en un rien de temps. Je viens d'en parler avec lui juste avant, c'était dingue, vraiment dingue. J'ai dit, waouh, quelle folie, tu vois. J'utilisais leur compte, donc j'étais à l'abri d'un bannissement de Facebook. Malgré le côté spectaculaire, il y avait une limite car ces personnes tenaient beaucoup à leur magasin physique. J'ai alors réalisé que j'avais déjà un bon niveau en e-commerce, sans le savoir. Avec toutes les boutiques que j'avais créées, j'ai commencé à aider des gens importants, des boutiques en ligne déjà très grandes, parce que les grandes boutiques en ligne en Espagne étaient devenues grandes à cette époque, ou du moins celles avec lesquelles j'ai travaillé, tu vois. Différents niveaux de grandeur existent, avec des boutiques générant parfois 50, 100 ou 200 000 par mois. Elles étaient devenues grandes parce qu'elles faisaient quelque chose de très bien. Peut-être qu'elles étaient très fortes sur Instagram en organique, ou peut-être qu'elles étaient très bonnes en publicité payante. Mais il leur manquait encore des éléments essentiels, très intéressants et rentables, qu'elles négligeaient. Par exemple, j'ai eu un client qui avait, je ne veux pas parler en termes techniques, tu vois, mais un site web très bien conçu au niveau de la conversion pour vendre, et cette personne ne faisait pas d'email marketing, alors que pour son produit, c'était très intéressant de faire de l'email marketing, et je l'ai guidé, ça s'appelle Blanquea. En fait, maintenant, beaucoup de gens en Espagne l'ont acheté. Acheté d'ailleurs, chaque fois que je parle de Blanquea, il y a toujours quelqu'un qui l'a acheté. Au début, la personne avait 17 000 euros de pertes mensuelles, puis ils ont commencé à gagner plusieurs millions par mois. Et simplement en ajoutant l'email marketing, on est passé à 57 000 de chiffre d'affaires en rien de temps, en quelques mois, en faisant à peu près 30% de bénéfices. Et après ça, ça a décollé, en ajoutant juste une petite pièce. Et à partir de là, je crois qu'en un an, ils ont commencé à faire 2 ou 3 millions par mois. Et c'est là que, avec ce cas de succès en particulier, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que l'argent était dans le fait d'aider les grosses boutiques. Les grosses boutiques, surtout car c'était des personnes ayant déjà surmonté la partie la plus difficile, commencer. Quand tu as quelque chose qui marche, tu ajoutes une pièce et il est facile de doubler. De 100 000 à 200 000, c'est fou. J'ai commencé à aider de très grosses boutiques, ils me payaient une folie vraiment, et après ça, je me suis dit, tiens, et si, parce qu'il y avait peu de grands magasins en Espagne. Non, l'Espagne n'est pas un pays mature au niveau du e-commerce. C'est une grande opportunité pour tout le monde qui commence dans le e-commerce en Espagne. Parce que non, les choses ne sont pas faites suffisamment bien, c'est très bien, c'est beaucoup plus facile de tout casser, 1000 fois plus facile qu'aux États-Unis par exemple. Alors, je me suis dit, et si je me retrouve vite à court de grosses boutiques, et si je commence à créer un marché, à aider les gens à démarrer, à créer leur boutique, et ensuite je les emmène au niveau supérieur. Pourquoi pas? Parce que de cette façon, je me crée de nouveaux grands clients, et en plus, comme je les ai accompagnés depuis le début, ils ont confiance en moi. C'est alors que j'ai commencé à aider des personnes à partir de rien,
Donc après environ 3 ou 4 ans à collaborer déjà avec des boutiques, j'ai commencé à aider des gens depuis le tout début. Des personnes qui ont peut-être un travail normal, peu importe lequel, et qui commencent à penser qu'elles veulent un revenu supplémentaire, et quand elles voient qu'il est possible d'obtenir plus qu'un simple revenu supplémentaire, elles finissent par très bien vivre grâce au e-commerce. Et là, j'ai continué à progresser pendant environ 3 ou 4 ans parce que l'avantage, c'est que ce marché est assez gratifiant. Il y a beaucoup de monde. En réalité, la plupart des gens, comme je le disais aussi avec lui, abandonnent, mais il y a aussi des personnes comme lui qui ne renoncent pas. Les personnes qui ne renoncent pas deviennent de grands succès et de belles opportunités pour moi. Une relation se crée avec de l'affection car tu les as aidés, beaucoup partagés. Quand ils évoluent, tu évolues aussi et tu gagnes d'excellents clients sur le long terme. Et voilà, maintenant, j'y suis. En fait, quelque chose de vraiment super aussi, c'est que dans tout ça, surtout, la majorité de l'argent, quand je dis avoir fait plus de 50 millions en e-commerce, cela provient des grandes boutiques. Parce que la majorité des gens, au final, ils finissent par faire un peu, parce que c'est déjà suffisant pour eux. Ensuite, il existe des cas extrêmes, comme Blanchir, par exemple, une boutique que tu connais, LE Hoyer. Oui. Tu connais la boutique qu'il a? C'est celle de Spice et Fortuna, non? Oui. Oui. Nordflanner? Non, non, je ne connais pas le magasin, je sais juste qu'il est très ami avec un de mes amis, qui est Marc Urgel, qui est un très bon ami à moi. D'accord. Eh bien, il a acheté Nordflanner, et c'est nous qui avons escaladé Nordflanner. C'est le magasin qui promeut sans cesse. Tu sais? Eh bien, ça aussi, ça a été un ultra, ultra grand succès pour nous, et nous avons beaucoup de cas de réussite qui sont vraiment ceux qui ont généré ces 50. Maintenant, ça doit être plutôt 70, 75 millions au total d'euros qu'on a fait dans le e-commerce. C'est grâce à ces énormes cas de réussite. J'ai aussi un client qui génère 500 000 euros par mois en reconditionnant des ordinateurs. Il est ensuite passé de 40. Enfin, ce sont surtout ces marques-là. La plupart sont à l'aise avec Dix. 20 000 euros par mois, honnêtement. Pendant tout ce temps, je ne faisais pas d'e-commerce moi-même, car j'étais trop concentré sur la création de systèmes et d'équipes pour gérer des boutiques. Je n'ai pas ouvert mes propres boutiques, car j'ai choisi de gagner de l'argent autrement, ce qui fonctionne très bien pour moi. Nous conseillons aussi bien de grandes que des moyennes boutiques, et mon équipe compte des personnes compétentes, présentes depuis longtemps, qui peuvent aider les boutiques plus petites ou des personnes qui commencent à partir de zéro. Et maintenant, j'ai de nouveau cette envie, et c'est justement maintenant que j'ai recommencé à créer mes propres boutiques, et là, on est en train de faire évoluer nos propres boutiques de façon assez cool, tu vois. Je compte bientôt tout documenter sur YouTube. C'est ma dernière étape, mon coup de maître. Tu as déjà ouvert ta chaîne YouTube? Oui. D'accord, alors on le publiera ensemble là-bas. Eh bien oui, merci. Bien sûr, mec, franchement, ton histoire est géniale. Vraiment, mec, je ne vais pas te mentir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Bon, je vais te dire la vérité. Je ne vais pas raconter de mensonges. La plupart des personnes qui ont réussi et qui se sont distinguées au-dessus de la moyenne en termes de résultats économiques, de résultats sportifs, de résultats extraordinaires, en général, presque toujours, pour ne pas dire toujours, ont dû faire face à une adversité. Ils ont échoué 4, 5, 6, 57 fois avant de trouver la bonne formule. La réalité, c'est que je me base sur un principe dans la vie, et corrige-moi si tu n'es pas d'accord, c'est que l'erreur commise par lâcheté sera toujours bien pire que l'erreur commise par audace. Les gens manquent d'envie d'essayer. Aujourd'hui, les gens abandonnent. Nous avons très peu de tolérance à la frustration. Nous avons très peu de tolérance quand les choses ne se passent pas comme nous le voulions. Et ici, avec toi, nous avons un exemple vivant de quelqu'un qui surmonte les problèmes de santé, surmonte les problèmes familiaux, surmonte les échecs en essayant. Et la vérité, Roger, je ne te le dis pas pour te flatter. Tu es un véritable exemple de ce qu'un homme doit être aujourd'hui. Je te remercie. Et j'ai adoré discuter avec toi et j'adore cette conversation parce que je suis convaincu que beaucoup de personnes peuvent prendre ton exemple pour se dire si ce gars a failli perdre ses jambes, a été ruiné et a fini par marcher et par réussir, moi, qui ai plus de possibilités et qui pars d'une meilleure situation, comment je ne pourrais pas y arriver? La vérité, c'est que ton histoire est vraiment folle, mec, et je ne te dis pas ça pour te faire plaisir, elle m'inspire vraiment très souvent. Je ne dis pas ça pour flatter. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas mon genre. Je te le dis sincèrement. Je voulais te demander, Roger, pour finir l'émission, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ce public? Enfin, si tu devais résumer qui est Roger et ce que tu es venu apporter au monde, comment le ferais-tu en une phrase courte? Bonne question. Ouais, c'est une excellente question. Une phrase courte. Je crois fermement que chacun construit son identité.
au-delà du fait qu'on est pour moitié de son père et pour moitié de sa mère. Et dans l'identité que j'ai choisi de construire, j'ai décidé de ne jamais abandonner. Jamais. Pour moi, c'est un objectif, comme on dit. N'est-ce pas? C'est quelque chose que je ne vais briser d'aucune manière. Pour les personnes qui cherchent vraiment une opportunité, qui savent quelles sont celles qui ne renonceraient pas, mais à qui il manque des opportunités, parce que moi aussi j'ai commencé absolument de zéro. J'ai brisé ce que font les gens sur le marché de la vente de cours et j'ai construit à la fois la création d'une boutique en ligne et je t'offre le cours pour vendre avec une boutique en ligne complètement gratuitement. J'offre cela parce que je veux que les personnes qui sont vraiment prêtes à en profiter n'aient pas le problème de se dire « je ne peux pas me le permettre », mais qu'ils le fassent et qu'ils me prouvent par leur discipline qu'ils sont prêts à s'associer avec moi dans Sociosicom pour gagner de l'argent, d'accord? Si tu veux réclamer la boutique et le cours gratuit, il te le dira sûrement dans le commentaire épinglé. Pas sûrement, c'est sûr à 100%. Tiendaeshaparati.com, c'est aussi un cadeau que je veux faire à ta communauté. Eh bien mec, incroyable, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais. Beau cadeau, j'espère que quelqu'un en profitera, c'est gratuit. Exactement. J'espère qu'on pourra se voir un jour, que tu aies profité de la boutique, du cours, que tu gagnes de l'argent et veuilles passer au niveau suivant en m'appelant. Merci beaucoup Roger pour le cadeau à ma communauté. J'espère que tous ceux qui ne savent pas où commencer en bénéficieront. Dans le digital, il y a de nombreux vendeurs de rêves, mais aussi des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Certaines personnes ont une grande autorité, d'autres des résultats concrets. Je n'inviterai jamais les premiers, seuls les seconds viendront dans cette émission. Roger, lui, est une vraie machine. Non seulement pour le succès qu'il a eu au niveau professionnel, mais surtout pour le succès personnel qu'il a connu en surmontant une situation aussi compliquée. Quand tous les médecins et les gens te disent qu'il est très probable que tu ne puisses pas marcher, il a créé sa propre réalité en disant « Je ne crois pas ce que vous me dites » et au bout du compte, je suis à 100% d'accord et je partage à 100% sa philosophie selon laquelle la façon dont tu te parles à toi-même, la façon dont tu penses à toi-même, et ce que tu crées dans ton esprit, c'est ce qui, à la fin de la journée, finit par forger la réalité qui t'entoure et ça a été une émission absolument incroyable. Profitez tous de l'opportunité du cadeau qui sera dans le commentaire épinglé. Roger, ça a été un immense plaisir de t'avoir ici à l'usine. Ça a été super, merci beaucoup. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un autre épisode de l'usine.